J'ai compté 83 nouveautés ces 2 dernières semaines, j'en ai retenu 7, et oui, seulement 7 qui j'espère seront pertinentes pour vous les builders. Dans cet épisode, on parle de l'arrêt de EC2 classique, de Flink Manager pour vos applications data, on parle de nouvelles possibilités des Network Load Balancer et de Cloud Watchdog, il y a aussi une nouvelle famille d'instances EC2, les R7IZ, et puis je terminerai avec AWS Amplify qui vous permet maintenant de développer des flux d'authentification multifacteurs avec du TOTP. Je vous explique tout ça, c'est dans le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Vendredi 8 septembre au matin, merci d'être fidèle au rendez-vous du podcast AWS en français, comme tous les vendredis. Une semaine sur deux, un retour d'expérience d'un client, d'un partenaire, et puis une semaine sur deux, les dernières nouveautés d'AWS. Avant de commencer à détailler la liste dont je vous ai donné le sommaire en introduction, je voulais vous rappeler qu'il y a un événement qui s'appelle AWS On Tour. Ce sont mes collègues de l'équipe Relations avec les développeurs qui embarquent dans un bus, font un tour de grandes villes en Europe et s'arrêtent une journée dans plusieurs villes pour vous faire des talks techniques, des démos techniques. Donc c'est une conférence orientée développeur, orientée builder. On parlera de Generative AI évidemment, on parlera de Code Whisperer, on parlera d'AWS Amplify, de Code Catalyst, et il y aura des démos, des hands-on. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien vers la page d'inscription dans les notes du podcast. Il y a plusieurs dates. Ça commence le 18 septembre à Londres, le mercredi 20 septembre à Paris, le 22 septembre à Bruxelles, et puis il y aura aussi Amsterdam, Francfort, Zurich, Milan, octobre, le 4 octobre, Lyon, et ça terminera le 6 octobre à Barcelone. Donc si vous voulez profiter d'une journée de conférences techniques gratuites avec mes collègues d'AWS, n'hésitez pas à vous inscrire pour ce AWS On Tour. Je vous l'ai dit dans l'introduction, pas mal de nouveautés ces 2 dernières semaines, beaucoup de services qui sont déployés dans des régions, donc moi je compte pas ça vraiment pour des nouveautés, mais enfin bon, ça apparaît dans la liste et ça rentre dans le compte des 83. Une grande nouveauté quand même, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est plutôt la fin, c'est la déprécation d'un service, et ça arrive extrêmement rarement sur AWS, même SimpleDB qui était à la base de données NoSQL originale est toujours là, vous la voyez plus dans la console, mais les clients qui l'utilisent peuvent continuer encore à l'utiliser. Et là, pour une des premières fois à ma connaissance, on arrête un service, mais enfin ça fait 10 ans qu'on a dit qu'on allait l'arrêter, donc a priori vous ne devez pas être surpris. Il s'agit de EC2 classique. Peut-être que si vous avez commencé à utiliser le cloud il y a moins de 10 ans, vous savez même pas que ça existe, EC2 classique. Alors c'est quoi EC2 classique? Il faut revenir un tout petit peu en arrière. En 2006, quand Amazon a lancé AWS et EC2, toutes les instances de tous les clients partageaient un grand réseau virtuel géant en 10.0.0.8. Toutes les instances EC2 avaient une adresse IP publique et comme seul moyen de se protéger du trafic externe, des security groups. C'était le modèle de réseau quand on a lancé EC2, et à l'époque c'était révolutionnaire. On pouvait démarrer une virtual machine, obtenir de la capacité calcul juste en tapant une commande sur son terminal, un peu plus tard en cliquant dans une console, et je pouvais avoir des virtual machines comme ça. Alors il y avait qu'un seul type de virtual machine en 2006, c'était les M1 Small en 2006, donc c'était un CPU 1.7 Xeon avec 1.75 Go de RAM et 160 Go de disque dur. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions évidemment, puisque maintenant vous pouvez avoir des machines avec plus de 100 vCPU, 1 TB de mémoire, 8 cartes Nvidia, Tensor Core GPU, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste. Bref, c'était révolutionnaire, le cloud était né, mais toutes les instances EC2 partageaient un seul réseau. Et donc très vite, on a commencé à segmenter le réseau et on a introduit le concept de VPC. Je crois que c'était en 2013, donc c'est exactement 7 ans après le lancement d'AWS. Et un VPC, comme vous le savez certainement, c'est un moyen de segmenter le réseau AWS, de vous réserver une partie du réseau AWS pour vos besoins propres. Et dans un VPC, par défaut, les machines ont des adresses IP privées et vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des adresses IP publiques. Donc depuis que VPC est arrivé, on a dit un jour on va arrêter EC2 classique, et donc ça fait 10 ans qu'on travaille avec nos clients qui utilisaient encore EC2 classique pour les aider à déprécier leur script, à migrer vers VPC, et c'est fini.
c'est fini. Notre dernier client qui utilise EC2 classique a éteint sa dernière virtual machine. Et donc, Werner Vogels, le CTO d'Amazon, a écrit un article de blog où il donne un certificat à EC2 classique en le remerciant pour ses 16,83 années de service. AWS, le cloud AWS, les machines virtuelles maintenant tournent toutes dans des VPC et EC2 classique n'est plus. Deux nouveautés que je vais grouper qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, si ce n'est que je pensais que ça existait déjà. Et j'étais surpris cette même semaine de voir 2 fois passer des nouvelles en me disant tiens, mais ça, il y avait déjà moyen. Et puis je retourne voir et effectivement, non, il n'y avait pas moyen. Et c'est pour ça que je les mets ensemble, c'est le seul point commun. L'un concerne le réseau et l'autre CloudWatch Lock. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir à part mon ignorance de cette fonctionnalité. Sur CloudWatch Lock, c'est la possibilité de filtrer CloudWatch Lock avec des expressions régulières. Et là, je vous entends crier ouais, ceux qui me connaissent savent que je suis un fan d'expressions régulières. Ça permet, c'est un langage extrêmement puissant pour décrire des patterns matching sur des chaînes de caractères. Ça veut dire qu'avec des expressions régulières, vous pourrez par exemple attraper toutes les erreurs HTTP qui commencent par 400 avec un seul filtre, puisqu'on pourrait dire 4 crochets 09 curly brace 2 pour dire 4 et puis 2 chiffres entre 0 et 9 derrière, quel qu'il soit. Là où c'était pas possible avant, puisqu'avant c'était des filtres basés sur des patterns, et donc il fallait faire plusieurs filtres pour attraper plusieurs expressions erreurs HTTP qui commencent par 400 par exemple. Donc beaucoup de puissance qui vient maintenant dans la possibilité de filtrer les CloudWatch Lock avec des expressions régulières. Il y a quelques petites limitations, par exemple c'est 5 regular expression patterns par groupe de log et un quota de 2 expressions régulières patterns sur un filtre spécifique. Enfin, je vous laisserai regarder ça. Comme d'habitude, il y a les notes, il y a les liens dans les notes de ce podcast. Et l'autre chose que je pensais qui existait déjà et qui n'existait pas concerne les Network Load Balancers. Donc les Load Balancers, ce sont des services entièrement gérés par AWS. Vous savez, il y a 3 types de Load Balancers, si on exclut les vieux ELB. Mais dans les Load Balancers, par couche, je dirais, les plus bas, c'est les Gateway Load Balancers qui travaillent au niveau IP. Il y a les Network Load Balancers qui travaillent au niveau TCP, UDP, TLS. Et puis il y a les Application Load Balancers qui eux travaillent au niveau HTTP, HTTPS pour vos applications web ou vos API. Les Network Load Balancers maintenant supportent les Security Group. Donc vous pouvez associer un Security Group au Network Interface d'un Network Load Balancer. Et je rappelle, les Security Groups, ce sont des ensembles de règles stateful qui définissent quel est le trafic entrant et sortant que vous autorisez d'un load balancer. Que ce soit IPv6 ou IPv4, maintenant vous pouvez mettre donc des security groups sur les load balancers. Je pensais que c'était déjà possible. C'est très utile notamment si vous utilisez Kubernetes, et là encore je vous renvoie à la doc. Un service a changé de nom. Le nouveau nom, c'est Amazon Managed Service for Apache Flink. Flink, c'est cette solution open source qui vous permet de transformer et d'analyser des données en streaming, très populaire. Et peu de clients savaient qu'AWS avait une version Managed Service pour Apache Flink. Donc vous ne devez pas tourner les clusters et installer tout vous-même. On s'en occupe, vous démarrez vos clusters et nous les manageons pour vous. Sauf qu'avant, cette solution, ça s'appelait Amazon Kinesis Data Analytics. Et donc personne ne savait qu'il y avait Flink en dessous et que c'était un Managed Service pour Flink. Et la raison pour laquelle il n'y avait pas Flink dans le nom, c'est parce que quand on a lancé ce service, on n'utilisait pas Flink. On utilisait un autre système. Flink est venu seulement plus tard. Mais comme la principale raison pour nos clients d'utiliser ce service-là, c'est Flink, on s'est dit on va le rendre de façon un peu plus explicite et on a changé le nom. Alors rassurez-vous, c'est juste un changement de nom dans la console, dans les pages marketing, dans la documentation, etc. Il n'y a rien qui change au niveau de l'API. Donc les noms internes, les noms des endpoints, les noms des API, tout ça reste la même chose, que ce soit sur les API ou sur la ligne de commande. Donc il n'y a absolument rien à changer dans vos applications, ne vous inquiétez pas. Mais maintenant, c'est clair que c'est du Managed Service pour Flink, puisque c'est le nom du service Amazon Managed Service pour Apache Flink.
Un nouveau type d'instance EC2, c'est quasiment toutes les semaines pour le moment, R7IZ, c'est 4e génération de processeurs Intel Xeon Scalable, les Sapphire Rapids, avec une fréquence de 3.9 GHz et 20% de performance en plus par rapport à l'ancienne génération Z1D. C'est évidemment construit sur le système de virtualisation fait maison qui s'appelle Nitro System. Et les cas d'usage idéaux pour cette instance R7IZ, c'est l'Electronic Design Automation, les bases de données que vous installez sur EC2 où il y a vraiment des coûts de licence extrêmement forts par cœur, puisque vous avez un ratio coût-performance par cœur ici qui est très intéressant. Oracle, je regarde vers toi. Les applications finance, actuariales pour les assurances, la simulation de data analytique. Enfin bref, toutes les applications où vous avez besoin de beaucoup de performance de compute et beaucoup de mémoire. Comme d'habitude, ça vient dans plusieurs tailles. La taille maximum, c'est 128 vCPU et 1 terabyte de mémoire DDR5 qui offre aussi une bande passante de mémoire 2.4 fois plus que la génération précédente, 50 gigabits de networking speed et 40 gigabits par seconde de bande passante vers Amazon Elastic Block Store, Amazon EC2 R7IZ. Enfin, je termine avec 2 nouvelles pour les développeurs. Si vous développez des applications web ou mobiles avec Swift pour Android ou sur Flutter, vous utilisez probablement AW Simplify, sinon allez regarder. Petite nouveauté incrémentale bien sympa dans AW Simplify, vous pouvez maintenant configurer de l'authentification multifacteur, ça c'est pas nouveau, mais qui supporte les One-Time Password, les TOTP, les Time Based One-Time Password. Jusqu'à présent, le Multifactor Authentication ne supportait que le SMS, donc on vous envoyait un SMS, enfin, ou à vos utilisateurs plus exactement, on envoyait un SMS au moment de l'authentification en guise de second facteur d'authentification. Maintenant, vous, développeurs, vous avez le choix entre soit SMS, soit les TOTP, ce qui permettra à vos utilisateurs d'utiliser des applications comme OnePassword sur Mac ou iOS, ou Google Authenticator, ou Microsoft Authenticator, par exemple. Si vous développez donc pour du mobile ou pour du web, allez jeter un coup d'œil sur le support de TOTP dans Amplify. Et puis pour les développeurs également, vous connaissez probablement AWS SAM. SAM, c'est cette ligne de commande qui vous permet très simplement de créer de l'infrastructure pour une API par exemple et de la déployer dans le cloud. Vous décrivez votre infrastructure en YAML, il génère du CloudFormation et déploie tout ça pour vous. Une des choses que j'aime bien dans SAM, c'est la possibilité de faire du test en local. Donc il peut émuler un environnement lambda dans un container Docker et passer des événements en JSON de manière à pouvoir tester votre code avant de le déployer sur le code. Si vous déployez votre code non pas avec CloudFormation mais avec Terraform, sachez que AWS SAM, la ligne de commande, supporte maintenant le testing de votre infrastructure, même si elle est décrite dans Terraform. Donc vous avez votre infra, API Gateway, Lambda, etc. décrite dans Terraform. Vous pouvez maintenant faire un SAM local invoke, c'est le nom de la ligne de commande, pour invoquer des événements sur cette infrastructure émulée en local, alors que la description de l'infrastructure est au format Terraform. Intéressant donc pour les développeurs d'API ou d'applications web. Tiens, une petite dernière pour la route, Code Catalyst, c'est cet environnement. On a fait tout un podcast, recherché un peu dans l'historique du podcast cette année sur Code Catalyst. Code Catalyst, c'est ce système qui permet de créer un environnement de développement complet, issue tracking, code source, gestion de code source, CI/CD, etc. Vous savez, le truc qui met une plombe à créer à chaque fois qu'on crée un nouveau projet. Eh bien, Code Catalyst était disponible seulement aux États-Unis. Maintenant, il est disponible en Europe également, en Irlande. Alors, c'est bien de l'environnement de développement qu'on parle, évidemment. Le déploiement que Code Catalyst fait peut être dans n'importe quelle région, donc votre application peut être dans la région, mais l'environnement de développement, Code Catalyst, est maintenant disponible en Irlande. Si vous créez souvent des nouveaux environnements de développement, que vous cherchez un système intégré pour la gestion du code source, pour la gestion des issues, pour le CI/CD, allez jeter un coup d'œil à Code Catalyst et écoutez l'épisode du podcast qui en parle. Voilà, c'est tout pour les nouveautés des 2 dernières semaines
sur AWS. Merci d'avoir écouté ce podcast en français jusqu'au bout. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. On parlera d'assurance et d'assurance santé avec une société luxembourgeoise qui est partie de zéro, d'une feuille blanche, et qui a construit un système d'assurance santé dans le cloud. On vous expliquera tout ça vendredi prochain dans le podcast AWS en français. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.